Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Academic Chat, votre émission dédiée à l'exploration des concepts académiques et à la vulgarisation des thématiques liées aux disciplines enseignées à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Le numérique a profondément transformé les interactions entre les citoyens et les acteurs politiques, redéfinissant ainsi les contours et les règles du jeu démocratique à l'échelle mondiale. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, les plateformes participatives ou encore les outils d'analyse de données, le digital a ouvert de nouvelles opportunités, mais il a également soulevé des défis considérables en termes de régulation, d'inclusivité et de manipulation de l'information. Comment les pratiques politiques se réinventent à l'ère du numérique et quelles sont les implications pour les citoyens? Les nouvelles technologies peuvent-elles réellement rapprocher le citoyen de la politique ou bien, au contraire, vont-elles contribuer à accroître la fracture démocratique? Et finalement, sommes-nous suffisamment outillés pour encadrer et réguler ces nouvelles formes de communication à l'ère du digital? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Ouidad Sabri, professeure à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Mais avant ceci, faisons un petit tour du campus de l'UM6 Peraba pour voir ce que pensent nos étudiants de la thématique d'aujourd'hui. Le digital et la politique, enjeux, défis et opportunités. On se retrouve juste après. À mon avis, le monde digital a fondamentalement bouleversé la dynamique interactive entre citoyens et élus politiques. Vu l'amplification des canaux de communication, ce qui a créé une proximité sans précédent. Ceci a rendu le débat politique et le processus démocratique plus inclusif et à mon avis, ça a des effets positifs et des effets négatifs. Effets positifs, on a plus de transparence et de redevabilité vis-à-vis des politiciens, vu que leurs actions sont scrutées en temps réel, et des effets négatifs qui se manifestent par la propagation des fake news et de désinformation. À mon sens, le digital a transformé les pratiques politiques en modifiant les relations des citoyens avec les dirigeants. Maintenant, on pourrait dire que les citoyens peuvent exprimer leur opinion, avoir l'accès à l'information en un temps record et aussi influencer les débats publics. On pourrait dire que c'est une sorte de démocratisation de l'information et de la communication, mais pourtant, le digital a révélé plusieurs défis quant à la diffusion de mauvaises ou bien de fausses informations. Bref, on pourrait dire que le digital a modifié la relation citoyen-politique en la rendant plus facile dans certains cas, mais plus compliquée dans d'autres. L'impact du digital sur les pratiques politiques est profond et diversifié. Premièrement, la digitalisation rend la politique plus accessible à un public plus large en utilisant des plateformes en ligne qui facilitent l'engagement et la participation. Cela a également permis une diffusion plus large et plus rapide de l'information, ce qui démocratise l'accès aux connaissances des affaires publiques. Grâce à ces outils numériques, les campagnes politiques peuvent directement cibler leurs messages d'une façon plus efficace. Et nous, en tant que citoyens, nous pouvons interagir avec nos représentants directement. La digitalisation a impacté non seulement comment les politiques communiquent, mais aussi comment nous, en tant que citoyens, s'engagent dans ce processus en question. Un grand merci à nos étudiants pour ces contributions qui vont nous permettre d'initier la discussion avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Ouidad Sabri. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Professeur, pour commencer, pourriez-vous nous donner un aperçu des premières interactions entre le digital et la politique? À quel moment et de quelle manière a-t-on commencé à intégrer les nouvelles technologies numériques dans les processus et les pratiques politiques? Alors, c'est pas nouveau. Donc, ce mariage entre le digital et le politique, il est né à la naissance un peu d'Internet dans les années 90. Donc, il y a eu une première utilisation lors de l'élection de Clinton en 96. Et vraiment, le tournant assez stratégique, c'était vraiment avec l'élection de Barack Obama en 2008, où on a vraiment utilisé les réseaux sociaux pour avoir de l'interaction plus directe avec les citoyens. On a aussi fait beaucoup de collectes de fonds via les réseaux sociaux. Et on a fait aussi beaucoup de sollicitations, de partage de contenu, d'interactivité. Donc ça marque vraiment un tournant dans les pratiques et ce mariage entre digital et politique. Donc par la suite, tous les pays, enfin en tout cas un très grand nombre de pays,
ont essayé d'exploiter un peu le digital et la puissance du digital pour effectivement démocratiser un peu les processus électoraux. Et on voit que c'est mis en place ce qu'on appelle la e-gouvernance, où on a pu avoir de la diffusion d'informations, certes, mais surtout des sollicitations en ligne, des pétitions en ligne, le vote électronique qui a permis à beaucoup d'expatriés de pouvoir revenir participer à distance aux processus électoraux. Donc ça, c'est vraiment quand même assez important et assez stratégique. Ce qui se passe aussi, c'est qu'effectivement, ces outils digitaux ont été, je dirais, réappropriés par les citoyens eux-mêmes, qui ont pu être beaucoup plus présents dans le débat politique. C'est-à-dire qu'ils ont pu dire leur opinion, détourner les messages en marquant leur opposition. Donc je pense notamment aux parodies politiques. Donc vous connaissez peut-être l'affiche emblématique Hope de Barack Obama, oui, et les parodies Nope. Ou si je vous donne un autre exemple, Donald Trump avec son slogan Make USA Great again. And Great Again. And then you have, et vous avez la parodie Wreck Again. Donc on a eu pas mal de vidéos en ligne qui ont fait un buzz considérable. Je pense notamment au buzz de la parodie du débat politique entre Trump et Hillary Clinton. 36 millions de vues dans le monde. On a d'autres outils, pas simplement les parodies, mais on a ce qu'on appelle les mèmes. On reprend des symboles culturels et on leur donne de la parole et on leur fait dire des choses. Et donc on a notamment comme mème Pepe the Frog, qui a pu dire, c'est une petite grenouille, un dessin animé en grenouille, qui a pu faire passer des opinions politiques de citoyens lambda. Donc ce qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire que c'était plutôt une politique qui était un peu top-down. On a aujourd'hui une interactivité beaucoup plus forte et une démocratisation plus importante des processus électoraux. Des processus électoraux. Alors justement, professeur Sabri, depuis l'avènement et l'émergence d'Internet, les outils numériques ne cessent de façonner le paysage politique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, et vous l'avez si bien précisé, les élections se jouent principalement sur des plateformes comme Twitter ou encore Facebook. En quoi est-ce que ces nouvelles formes de communication ont-elles transformé la relation entre l'acteur politique ou bien le dirigeant politique et le citoyen, et quelles sont les opportunités offertes par ces nouvelles formes de communication numérique? Alors ça, c'est un vrai point, une vraie question un peu très stratégique et structurante. Bien évidemment, dès qu'il y a deux parties A et B, on se dit mais il est où le pouvoir? Qui a le plus de pouvoir? Et c'est vrai que le digital a permis de donner beaucoup plus de pouvoir aux citoyens dans la prise de parole et sa contribution au paysage politique. Donc il y a eu des choses extraordinaires qui ont été permises par le digital, des opportunités incroyables. On a accès à une multitude d'informations. On n'a plus besoin de passer par les chaînes hertziennes qui sont souvent biaisées ou orientées politiquement. Là, si on veut vraiment se faire une idée de ce qui se passe dans le domaine politique, confronter les points de vue, c'est beaucoup plus aisé. Donc déjà, on a une forme de capacitation, d'autonomisation par l'accès à l'information. Qui dit accès à l'information dit un choix plus éclairé. On a également aussi cette e-gouvernance, une démocratisation des processus électoraux à travers les sollicitations, les budgets participatifs où on demande aux citoyens de se positionner sur ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. On a le vote électronique qui permet à un grand nombre de pouvoir voter. Mais aussi, le digital a aussi permis aux citoyens lambda, munis d'un téléphone, d'avoir un réel contre-pouvoir. Donc, on ne va pas reparler de certaines révoltes ou révolutions qui ont pu être initiées par le digital. Mais aujourd'hui, c'est un réel contre-pouvoir auquel on doit y faire attention parce qu'avec un hashtag, on peut créer des événements en ligne qui prennent une ampleur considérable. Je vais vous prendre un exemple assez symptomatique en France. C'est par exemple le hashtag Gilets jaunes. Oui. Donc, vous vous rappelez cette hausse des taxes sur le carburant qui a un peu fragilisé un certain nombre de ménages français et les plus démunis. Et avec un hashtag Gilets jaunes, il y a eu des milliers de manifestants qui se sont réunis et révoltés et qui ont fait changer la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un tout le monde peut faire de la politique aujourd'hui. Un réel contre-pouvoir. Et on peut vraiment rechanger le rapport de force. Alors moi, j'alerte quand même beaucoup sur effectivement, oui, c'est des opportunités et c'est très 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 bien de pouvoir donner du pouvoir aux citoyens, mais attention, il y a quand même des dérives auxquelles il faut qu'on soit assez vigilant.
parce que tout rapport de force peut être aussi manipulé. Et là, j'alerte sur le fait, par exemple, le début de l'information, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes de ces réseaux sociaux sont faits de telle sorte qu'on va vous donner du contenu qui ressemble au contenu précédent que vous avez vu. Donc, ça va conduire à une polarisation de vos points de vue, de vos idées politiques. Ça va créer une vraie fracture entre des groupes qui ont des idées politiques bien ancrées. Et là, ça peut très vite arriver à des oppositions très, très importantes. Et l'autre dérive qui est extrêmement importante, parce qu'on l'a vu là dernièrement avec le débat entre Trump et Madame Harris en début de semaine, le 10 septembre 2024, les fausses informations, les rumeurs, les fake news. La désinformation. Voilà, donc bien évidemment, les réseaux sociaux ont des outils de fact-checking, mais ça passe pas au filtre. Oui. Donc en France, en 2022, on a une vidéo de notre président Emmanuel Macron arrêté, donc ça fait le buzz. Là, lors de ce débat entre Trump et Madame Harris, où Trump a déclaré une fausse information qui a été relayée sur pas mal de réseaux, que les immigrés mangeaient les chats et les chiens, oui. et des animaux domestiques. Oui. C'est pas anodin. Donc ça, c'est une première zone d'alerte. Seconde zone d'alerte, c'est bien évidemment les deepfakes. C'est qu'aujourd'hui, on peut transformer une vidéo d'un personnage politique et lui attribuer des propos qu'il n'a jamais dit, et avec un réalisme extraordinaire. Donc vous vous rappelez la sensibilisation de Barack Obama avec sa deepfake en 2018 de Jordan Peele, où il alertait sur le rôle de ces deepfakes. Aujourd'hui, on ne sait même plus distinguer le vrai du faux. Donc oui, c'est très bien, on donne du pouvoir. Il y a peut-être un rééquilibrage entre les politiciens et le citoyen, mais aujourd'hui, on voit que certaines organisations ou hommes politiques peuvent détourner ce pouvoir via de la manipulation et arriver à certaines dérives démocratiques. Oui. Alors, pour conclure, professeur Sabri, j'aimerais vous poser une question qui revient assez souvent, une question récurrente. Aujourd'hui, sommes-nous suffisamment outillés pour réguler, pour encadrer, ces nouvelles formes de communication, surtout lorsque les plateformes numériques sont utilisées à des fins politiques? Quelles sont selon vous les lacunes qu'on pourrait identifier et repérer dans le cadre normatif existant? Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour utiliser ces plateformes de façon optimale, démocratique et éthique? Encore une fois, c'est une excellente question que tout chercheur ou praticien se pose. C'est que, bien évidemment, je tiens à souligner, c'est une bonne chose. Le digital, ça permet de donner de l'information, ça permet d'impliquer davantage le citoyen, d'avoir une approche plus inclusive des processus démocratiques. Donc ça, c'est bien. Mais effectivement, les dérives qu'on constate, on se dit, attendez, les bulles d'information, les bulles de filtrage, les deepfakes, les fausses rumeurs, les fake news, il y a des gouvernements qui peuvent sauter ou des hommes politiques qui peuvent être discriminés au regard de ces fausses informations. Donc il y a quelque chose quand même à faire. Et la première chose, moi je dirais, c'est déjà renforcer la protection des données personnelles. Donc on sait que certains gouvernements ou des zones géographiques ont mis en place des systèmes de régulation. Par exemple, nous en Europe, la RGPD, le Règlement général de protection des données. Mais on voit que ça s'applique très bien au système marchand, mais que la politique est un peu mise de côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de partis politiques ou d'hommes politiques utilisent des données comportementales du citoyen. Donc, son processus de navigation, ses données personnelles, sans même qu'il en ait conscience, pour pouvoir mieux cibler les contenus qu'il fait. Donc là, il y a quand même une zone grise sur laquelle il faudrait que collectivement on s'y attelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement quelle est la responsabilité des réseaux sociaux. Elles diffusent des contenus, elles mettent en avant certains contenus. Oui, il y a du fact-checking, ils ont des algorithmes pour essayer de déceler le vrai du faux, mais ils ne sont pas encore au niveau technicité de c'est pas toujours aussi efficace. C'est pas très efficace, c'est pas toujours efficace, aussi efficace qu'on souhaiterait qu'il soit. Et donc là, il y a quelque chose quand même à faire, peut-être de sanctions, de détection plus forte de ces fausses informations qui conduisent véritablement à une désinformation. Il y en a qui se polarisent sur des idées qui sont totalement fausses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose. La troisième chose, pour moi, ce sont les algorithmes. On n'a pas de transparence totale sur quels sont les facteurs pris en considération pour mettre en avant ou pas un contenu. Donc l'idée, c'est effectivement,
c'est pas une mauvaise chose. Hein. Encore une fois, moi, j'insiste sur le fait que c'est bien de donner du pouvoir aux citoyens et de leur permettre d'être beaucoup plus éclairés dans leur prise de décision. Mais encore une fois, il faut qu'on soit transparent sur les règles du jeu pour que chacun puisse prendre des décisions réellement éclairées. En tout cas, beaucoup de défis à relever. Professeur Sobri, merci infiniment encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce moment de partage autour d'une thématique très importante et très cruciale qui va continuer sans doute d'animer les débats et les discussions. Le digital et le politique, c'était le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment, professeur Sobri. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je le rappelle, cette émission est faite pour vous et par vous. N'hésitez pas à partager avec nous vos propositions de thématiques en commentaire. Pour plus d'informations sur nos activités et sur nos programmes, je vous invite à consulter notre site internet sur www.fgses-um6p.ma. C'était Academic Chat. Restez connectés et à très bientôt.